Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la nature. Façon de parler, car nous sommes au Vivarium de Lausanne. Qui n'en a pas entendu parler, qui ne l'a pas visité, eh bien, nous allons le faire pour vous, celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance encore. Jean Garzoni, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Écoute, comme le matin. Heureux d'être chez toi en même temps, parce qu'on est en même temps chez toi, tout en Bien sûr, Vivarium, oui, hein. c'est les antiquités des voyages qui sont là. Oui, d'accord. D'ailleurs, Jean-Jacques, avec sa caméra, va faire le tour du Vivarium tout à l'heure, tandis que nous continuerons à parler. Parler de toi d'abord. On va faire mieux connaissance. Beaucoup te connaissent, c'est vrai, mais quand même, c'est intéressant de connaître déjà le petit Garzoni, petit garçon qui s'intéressait déjà aux animaux venimeux, aux serpents, à d'autres reptiles. On peut dire tout ça, mais disons, le départ de ma vie, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à un certain moment, on démarre avec quelque chose qui nous crée une passion, qui nous crée un intérêt, et une connaissance surtout. Et puis, j'habitais à cette époque-là au chemin du Boisy. Il y avait un petit zoo qui était là-bas, et sur le chemin du Grès, il y avait un personnage qui était très connu. Puis moi, à 6-7 ans, j'avais vu les serpents qui étaient à côté dans le vivarium, mais je regardais dans la nature s'il y en avait. Donc moi, je vais commencer à chercher, chasser. Tout d'un coup, en voyant une couleuvre, j'essayais de la rattraper, puis le monsieur en dessous qui me dit « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je regarde, il y a un serpent. » « Comment un serpent ?» Je dis « Ouais, ça doit être une coronelle, je crois. C'est une couleuvre lisse. » « Mais tu sais ça. »« Oh, mais j'étais au musée, on m'a dit que comment... »« Ah bon? Mais t'as déjà vu des serpents ?» Puis j'ai dit « Oui, pas mal quand même, hein, normal. » Il dit « Mais alors, si jamais tu veux en voir, viens ici. » Alors je fais le tour, je monte chez lui. J'étais chez Galli Valerio. De l'Institut Galli Valerio. De l'Institut qui a écrit ça. Oui. C'est un personnage extraordinaire. Oui. Et pour la première fois, qu'est-ce que je vois? Des vipéracornes, des cérastes. Un bon maître, Valerio. Et oui, et alors ça m'est resté. Et voilà l'emblème, en fait, du vivarium est à partir de là. Mais surtout, après, les premières discussions que j'ai eues avec lui étaient excessivement intéressantes parce que il me dit, j'ai déjà été mordu volontairement. Je dis, comment? Je dis, oui. Ah, j'ai déjà entendu ça, beaucoup. Et lui, il s'était fait mordre avec un médecin à côté pour voir les réactions du venin. Oui. Puis il avait eu des réactions normales sur 3 ou 4 jours, puis après ça passe. Il me dit, mais il faut se rendre compte quand même, beaucoup c'est la peur qui joue un grand rôle, mais le venin de cette vipère n'est pas forcément mortel. Puis ça m'est toujours resté, et ça me restera toujours, parce qu'après j'ai un peu parlé de tout ça. Voilà, ça c'est un peu le début de mon attrait pour les serpents, pour les cérastes, pour les vipéracornes, et tout ça qui restait après l'emblème des vivariums. Voilà, alors on saute des étapes, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Il faudrait des jours et des jours avec Jean Garzoni, tellement il a vécu d'épopées dans sa vie, de pays visités. Il y a eu une première exposition à Lausanne. À quel âge? Là, c'était déjà l'époque Vollers, disons, parce que on connaissait le crocodile du Léman par l'intermédiaire de André Vollers, qui était là. Les crocodiles? Oui, il y avait le crocodile du Léman, il était connu. Il avait lâché un crocodile dans le lac. Ah oui? Oui, pour voir s'il savait nager. Et puis du coup, il l'a paumé. Donc après, il est revenu, j'avais des amis qui sont venus après, il l'a cherché et il l'a récupéré. Mais c'est devenu quelqu'un de connu et c'est aussi un passionné. Il faut se rendre compte qu'à cette époque, en 1939-40, et peut-être pendant toute la guerre, il y avait très peu de ce qu'on appelle d'herpétologues. Il y en avait 3, il y avait André Vollers, il y avait Ruedi, il y avait moi, il y avait Augustin, qui était lui chasseur de vipères. Donc il était il allait chasser dans la région de la Sahara, où il ramenait des fois 30-40 vipères. Maintenant, s'il y en a une, c'est vraiment très bien. Mais en fait, voilà. Donc cette équipe-là, on a commencé à se tenir et à apprendre l'un par l'autre. C'est tout le temps les relations entre ces gens et les musées, parce que nous, on va au musée. J'allais voir au musée pour avoir des livres, mais il y en avait terriblement peu, et je n'étais pas forcément juste. Donc, il valait mieux parler avec des collègues, voilà. Et j'ai tout le temps demandé aux personnes qui faisaient les livres d'arriver à discuter avec eux. Ils ne savaient peut-être pas quel âge j'avais, c'est vrai. Mais en fait, j'étais assez hard pour leur poser ces questions, et petit à petit, j'ai créé des relations qui sont devenues assez grandes après.
Et alors, cette première exposition, elle a eu lieu quand? Aux Escaliers des Marchés, c'était en 1959. Qu'est-ce qu'il y avait de l'expo? On avait toute la collection, disons, des reptiles que j'en avais à peu près 150. Puis j'avais en plus, c'est la Serge Montbaron. Serge Montbaron, qui est devenu après au service de la protection de la nature. Oui. Et avec lui, il rentrait des biens, il avait mis à disposition ses bêtes. Et on avait dit, on va monter une exposition avec un but. Et en fait, avec Montbaron, les premières choses qu'on cherchait à savoir, c'est pourquoi les gens ont peur. Puis on s'est dit, c'est très simple, c'est parce qu'ils connaissent. Changé, ça. Ça n'a pas changé, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Tout simplement, la base de tous ces problèmes de peur, c'est la connaissance. Celui qui ne sait pas rouler en voiture, il a peur. Ben, c'est pas un bon conducteur. Ça, c'est un peu pour tout, seulement pour les serpents. Mais pour les serpents, Ouais. c'est vraiment ça. Alors donc, on a dit, on va s'intéresser aux jeunes, surtout aux jeunes, qu'ils apprennent quelque chose. Et je pouvais dire quelque chose, puisque moi-même, à l'époque où j'ai rencontré Galilée Valerio, c'était la même chose. il m'avait dit, voilà, c'est quand on est jeune qu'on apprend, et quand on est jeune, ça va être pour la vie. On se rappelle toujours de ça. Alors mon but après, c'était l'information aux écoles, aux enfants, aux grands, à tout le monde, mais pour savoir la vérité sur les serpents. Et on avait fait des petits fascicules comme ça qu'on arrivait à discuter avec eux, on leur donnait des preuves, on leur donnait des exemples. Et puis surtout, j'ai commencé à faire après des expositions itinérantes scolaires. Et on peut dire que j'ai fait toute la Suisse. Même jusqu'au Tessin, j'allais souvent au Tessin après. Et je faisais ça parce que là-bas, au Tessin, il y avait beaucoup plus de légendes. Les gens avaient peur de ci, peur de ça. Mais il y avait derrière encore en plus les légendes. Donc il fallait lutter et contre les légendes et surtout contre la connaissance, mais surtout avec les parents. Voilà, et puis un jour, alors on va sauter un petit peu, et puis un jour on ouvre un vivarium. C'est ici que ça s'est fait? Oui, c'est On dit où on est quand même? tout à fait, le chemin de Boissonnet. Voilà, où on fabriquait 82. du chocolat il y a bien longtemps. Alors oui, c'est un autre problème, la chocolatière. Ça nous a permis de créer un vivarium qui aurait pu être excessivement valable. Donc pour faire le chocolat, il fallait de l'eau. On avait le flot, donc ils ont créé un barrage et ils ont fait une grande canalisation dans la molasse qui atterrissait là-bas où il y avait le montage de tout le chocolat. Voilà, c'est où devenu vous la passez chocolatière. à Voilà. l'heure actuellement sur le pont de la chocolatière. Voilà, c'est là. C'est juste en La dessous. sortie verte. Mais en fait, ça a quand même des choses qui sont assez intéressantes à connaître. Donc, je m'installe ici, qui était la propriété de ma mère. Oui. Dans mon métier, à côté, était entrepreneur. J'étais technicien architecte, j'avais fait toutes les études à ce moment-là. Et puis, en 66, évidemment, j'avais déjà toutes ces expositions qui étaient en place. Puis mon père m'a dit, mon fils, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu vas pas t'amuser avec les serpents, c'est rien du tout. On a une entreprise. J'ai dit, oui. Mais moi, je préfère continuer avec ça, voilà. Et j'ai quitté l'entreprise. Je suis resté évidemment avec la famille, je les ai aidés tout le temps. Je suis tout le temps resté avec eux. Mais pour moi, je suis resté, disons, avec l'idée de pouvoir continuer de mon idée, connaître pour protéger. Voilà. Alors là, le vivarium, au début, petit, je suppose, et puis maintenant, on verra tout ce qu'il y a. Hein, oui, petit, parce qu'en 66-67, quand même, j'avais fait des expositions, j'avais 240 terrariums. C'était énorme. Maintenant, ça ne peut plus se faire. Les choses ont changé. Voilà. On pourra voir dans un moment, on pourra expliquer certaines bêtes ils avaient une petite place avant, maintenant il leur faut des immenses volumes qui sont obligatoires par rapport aux lois qu'on a créées pour ça. Je comprends très bien ces choses-là, parce que plus on avance, plus les gens deviennent passionnés. Dans la passion, tout le monde veut acheter, prendre ou en avoir un. L'erreur, c'est qu'ils prennent des animaux sans les connaître. Il faut d'abord les connaître avant de les avoir. Une éducation d'abord. Tout à fait. Une petite pause, Jean, si tu veux bien, dans notre discussion. On va se retrouver pour évoquer d'autres souvenirs dans un instant. Tout à fait. Mais là, on est descendu devant l'entrée du vivarium. C'est par là qu'entrent tous les visiteurs, en fait. Oui, c'est par cet endroit, l'endroit de base d'entrée générale des visiteurs au vivarium. Voilà, alors c'est un crocodile qui nous accueille, mais il y a mieux que ça quand même. Il y a Michel Ansermet. Comment l'as-tu rencontré? Et qui est-il? Lui, je l'ai connu par rapport à son père,
Et je l'ai rencontré au Tessin il y a très longtemps, on ne parlera pas, mais je l'ai rencontré là-bas. Évidemment, ça a créé une certaine passion, et cette passion, il l'a continuée. Et la continuité de cette passion, c'est que par la suite, il s'est déplacé, il est venu en Suisse alémanique, il a continué ses actions parallèlement à son sport, et il a eu des animaux de récupération. Ces animaux qui étaient saisis, les saisies fédérales, tout d'un coup, il a dit, je vais arrêter de les garder, je ne peux plus, je vais faire un temps d'arrêt, il faut qu'on puisse les reprendre. Et ils nous ont demandé à nous de les reprendre, c'est là que je l'ai rencontré. Et c'est là que j'ai dit, ah, mais il m'a dit, mais on se connaît. Oui, j'ai dit, ouais, mais il y a très longtemps peut-être. Enfin là, il m'a tout expliqué. Il avait visité le vivarium très jeune. Ouais. Et je me suis aperçu d'une chose extraordinaire, c'est la connaissance de base technique et des animaux et des lois. Moi, je connaissais un peu moins les lois, j'étais plus naturel. Mais en fait, je suis tellement heureux qu'il soit ici avec les mêmes idées de base, de connaissance et de protection en même temps. Alors Michel, on va faire mieux connaissance pendant notre visite, on va avoir un privilège formidable, c'est de temps à autre d'ouvrir une cage pour pouvoir mieux la filmer. On entre avec de la crainte ou bien non, on fait confiance à Michel Ansermet quand même, hein? Pas seulement à moi, mais aussi aux animaux. Parce que si on a un bon comportement envers les animaux, eux, ils nous récompensent en étant tranquilles. Bien. Alors, c'est une passion aussi, comme Jean? Absolument. Tous ces métiers dans le travail avec animaux, c'est de la passion parce que c'est pas à 6 heures on ferme les portes, on s'en va. S'il y a une tortue qui commence à pondre et puis elle pond jusqu'à 10 heures, ben on reste jusqu'à 10 heures. Et si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire ce job. Alors, tout en visitant, on aura l'occasion de faire encore mieux connaissance avec Michel Ansermet. Et puis Jean, tu nous accompagnes? Tout à fait, oui, pas de problème. Entrons. Alors Michel, nous sommes en pleine visite là maintenant, devant un aja. Je ne me suis pas trompé jusque-là? Non, c'est correct, c'est un cobra à lunettes. Bien. Et on a le privilège de les voir sans la vitre là, mais faire attention, il y en a deux en réalité, on verra le second tout à l'heure. Alors avec la fourche, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous arrivez à les dominer un peu? Alors, en effet, c'est pas qu'on veut dominer l'animal. Nous, on veut un partenariat avec l'animal. Parce que si lui, il sait exactement qu'il est toujours bien traité, il n'est jamais secoué, on ne le tire jamais, on le respecte, lui-même aussi, son comportement va être toujours très agréable. Là, je l'ai entendu respirer relativement fort. Hein? Oui, alors la respiration, comme élargir le cou ou bien souffler, pour lui, c'est un signe, stop, pas plus loin, autrement je vais mordre. Alors, avant de vouloir me faire mal, il m'avertit. C'est le typique serpent à lunettes où on voit, surtout dans les films, dans les documentaires, quand il sonne avec la flûte. Alors, on a tout ce qui est les décors, on a les animaux. Avec les animaux, on a des vraies plantes dedans. On n'a pas une plante en plastique. Et les plantes soi-même viennent du même milieu de l'animal. Alors, on ne va pas mettre des plantes africaines avec les serpents asiatiques. Alors là, nous sommes dans un milieu naturel pour la vipère que nous voyons. Exact. Alors, cette vipère à fossette des arbres, elle est unique. En Europe, vous n'en voyez pas en exposition. C'est vraiment unique. Et c'est une vipère qu'on a mise dans un terrarium qu'on a à peine fini, vraiment naturel, adapté à l'ambiance ou à l'environnement d'où vient l'animal. Ça veut dire ici typiquement Amazonie. Elle mesure combien? Elle fait 1,60 m, la femelle, et le mâle il est autour d'1 mètre. Et là aussi, il y a reproduction. Alors là, c'est clair, c'est le but de reproduction de cette espèce, comme dit, qui est très rare en captivité. On a déjà eu une ponde d'œufs, mais malheureusement non fécondés. Tout espoir est permis, cependant. Absolument. Parce que dans un milieu naturel comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Alors il y a les températures, ça peut être une raison. Malheureusement, dans le vivarium actuel, on n'a pas la possibilité de régler les températures nocturnes, diurnes. Alors là, ça peut avoir une petite influence. Alors là, Michel, de qui et de quoi s'agit-il? Alors, Kuma, c'est notre mascotte, c'est un iguane vert.
Et puis, c'est vraiment devenu le chouchou du vivarium. Tout le monde l'adore. Il est super chouette. Et puis, c'est un très, très joli mâle. Pourquoi il cache sa tête à la vôtre, là? Bon, c'est Lazare, là. Allez, tu t'approches un peu. Pendant qu'il me croque pas les oreilles, ça, là. Oui. Voilà, là on le voit très bien. Tournez encore un peu. De ce côté, de l'autre côté. Voilà, comme ça. Très bien. Hein, Et Marcus. alors il vient d'où? Lui, il vient de l'Amérique du Sud. Et puis, nous, on l'a reçu d'un particulier qui pouvait plus le garder chez lui, parce qu'il s'est marié. Puis, il s'est marié à la vieille tradition, ça veut dire la femme n'a rien à voir à la maison jusqu'au jour du mariage. Et quand elle a habité chez lui, elle savait de l'iguane, il n'y avait pas de problème. Mais la troisième nuit, ils l'ont apportée à l'hôpital parce qu'elle était super allergique à la peau de reptile. Alors, il y aurait eu deux possibilités, de se séparer de la femme ou bien de l'iguane, et puis lui, il s'est séparé de l'iguane. Et il est ici, Et il est chez nous. de Lausanne. Comme petite mascotte. Et il n'est pas tout seul. Hein, d'ailleurs. Non, il a reçu une femelle. Godzilla, Il est sur la tête. Godzilla, aussi une espèce qui peut malheureusement... C'est bon. Il a envie de s'amuser. Ah, bon, on va le mettre dedans. Voilà. Ouais, s'amuser, me griffer surtout. Oui, il faut faire attention. Alors, il a reçu une femelle, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire les deux, là. Alors, hein? Et puis, voilà. Voilà, l'iguane. La mascotte du vivarium de Lausanne. Bien. Tout content de rentrer chez lui. Très bien. Ça, c'est un privilège, hein, que les enfants puissent profiter en même temps. Oui, il n'a pas de griffes. Ça va. Mais c'est affreux, les griffes, c'est... Jean Garzoni, le globe-trotter. Le globe-trotter, de nouveau, pour aller récupérer des serpents, des scorpions, aller mieux connaître toute cette nature. C'est une page intéressante quand même, tous ces voyages. Il y en a eu beaucoup. Obligatoirement, il y en a énormément. Parce que, disons, j'avais un caractère un petit peu bizarre. C'est-à-dire que quand il me prenait une idée, Oui, je connaissais pas quelque chose, je regardais, je contrôlais, et je partais. voilà. Ça soit n'importe où dans le monde, je regardais pas l'endroit. Il y a eu l'Amérique du Sud, il y a eu le Sahara, Il y a eu, bon, le Sahara, évidemment, c'était assez important parce faut que, dire l'Afrique, quoi. disons, c'est arrivé à une époque où je m'occupais essentiellement de scorpions. Oui. J'étais avec le professeur Vachon à Paris. Je faisais partie, disons, du Muséum de Paris. Et avec lui, il m'avait demandé de faire des travaux, surtout en Afrique, pour la répartition des scorpions. Ce que j'ai fait avec un immense plaisir, surtout que Papa Vachon est un père extraordinaire pour moi. Ouais. Donc, j'ai continué avec lui. On ne sait pas assez que Jean Garzoni, finalement, a travaillé pour les instituts Mérieux, Pasteur, surtout. le ouais. CNRS français, Bien etc., etc. C'est quand même une carrière de chercheur, donc un certain talent qu'on avait trouvé. C'était pas facile d'aller chercher des scorpions comme ça, puis de les ramener. Comment ça se passait? Disons, c'est très facile. Quand on a la passion, il n'y a rien qui est impossible. On y va. Ah, c'est évident. Mais le problème, c'est que les connaissances que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés m'ont permis de faire toutes ces choses-là. Ils m'ont permis d'essayer. Tout d'un coup, Vachon me dit, ouais, il faudrait partir au Brésil. Je dis, ah, mais pourquoi? Oui, il me manque d'éléments. Il nous manque ci, il manque ça. Il y a une dame qui est à Sao Paulo. Il faut aller vers elle puis regarder ce qui se passe. Et je suis parti un mois au Brésil, tranquille. Alors, je me suis promené, j'étais tout seul, évidemment. Alors, on m'avait donné, j'étais pas payé, donc on m'offrait des voyages, mais tout le restant, je me débrouillais. Faut se rendre compte que là-bas, ça coûtait rien, mais rien du tout. En plus, j'allais jamais dans un hôtel. Ben non, parce que dans le Mais terrain... c'était quand même pour y trouver Oui, quelque chose. mais je l'ai trouvé, j'en avais plein la voiture. Quoi, par exemple? Mais des scorpions, je sais pas, le serpent corail ou des faux corail ou toutes ces choses-là. J'en avais plein la voiture, je les gardais, je les étudiais ou je les relâchais. Mais c'était en priorité pour les scorpions. Ce qui m'a permis de faire maintenant où il y a les Liguas ou toutes ces régions-là, il n'y avait pas encore une maison. Il faut se rendre compte que c'était une autre époque. Pourquoi est-ce qu'on s'intéressait comme ça aux scorpions? Parce qu'ils veulent connaître les venins. Ah, d'accord.
Voilà. Et dans les venins, ben, évidemment, c'est beaucoup de choses à expliquer. On va parler là-dedans parce que c'est énorme les recherches qu'il y a eu là-dessus, surtout avec certains scorpions que j'ai découverts après, puisque j'ai découvert un scorpion quand même en Tunisie qui traitait le cancer. Donc c'était une chose extraordinaire. Alors c'est une petite parenthèse qu'on va faire dans cette interview, je crois, Jean Garzoni. Un scorpion a guéri un homme du cancer. Oui, c'était l'époque où j'étais. Vachon m'avait dit il faut aller au CNRS à Marseille. Puis depuis Marseille, j'avais fait des recherches dans toute l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte. J'avais tout tamisé un peu ces coins-là. Et en Tunisie, dans le sud tunisien, j'ai découvert un scorpion où ce scorpion, je connaissais bien la Tunisie, j'allais chez Tijani, et puis un jour, dit à mon ami qui vient de rentrer de l'hôpital, il est mort, presque mort. Il fait plus de 45 kilos et il est fichu. Il a atteint le cancer. Et voilà, donc il le couche sur un grabat, mais sous ce grabat, il y avait un fameux Androctonus. Un scorpion. C'est un scorpion qui est considéré comme un des dangereux. Il s'est couché dessus, il a crié comme il a pu. Ça pique. Et oui, il était planté dans le dos. Et moi j'étais là avec Tijani. Et puis on le soulève, puis il dit, oh mon Dieu, il y a encore un scorpion qui l'a piqué. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai enlevé, je l'ai pris, et je l'ai gardé. Lui, il l'a couché, et puis je dis, moi je pars, je vais à Janet. Donc moi, je quittais le Tozor pour aller sur Elwed, puis je montais sur le Tibesti. Donc j'avais plus rien à voir. Je dis, je reviens dans 2 semaines. Hein? Tout à l'heure, quoi. Et je suis parti avec ma voiture, et j'ai fait toute la tournée, et 2 semaines après, j'arrive, et je dis, ben, le type, il est mort. J'arrive chez Tijani, puis il me dit, non, il va mieux. Comment il va mieux? Ah oui, il va mieux. Maintenant, je lui donne du thé et des soupes, il mange. Je dis, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il faut se rendre compte que je suis encore avec Marseille, avec la recherche sur les scorpions. Et je vais à Marseille, et puis je dis, écoutez, voilà, j'ai un scorpion, on va l'étudier, mais je crois, c'était Lizzie Skeviranda qui était directeur, qui me dit, oui, il faut y aller. Et il me dit, il faut tâcher de trouver ces bêtes-là. Je dis, bon, ben, on va aller en chercher. Et j'ai été prendre des scorpions dans la région de Tozeur. Je dis Tozeur parce que c'est une région qui est connue, mais en fait, c'est dans les environs, et ce n'est pas seulement là. Et alors, ce scorpion, il était déterminé parce qu'il avait quelque chose de différent de l'autre espèce. C'est une espèce qui s'appelait Androctonus aussi, mais qui avait un venin qui était un peu différent. Et ceci était dû uniquement à ce que ces scorpions vivaient sur les endroits salins, avec du sel tout autour, qui a dû peut-être, avec le temps, avec des centaines d'années, transformer cette bête en un scorpion qui avait des variations de son venin. Et ce venin avait permis de traiter le cancer. Donc là, on travaille sur le cancer, on essaye de trouver quelque chose. Ils font des expériences, mais avec des bêtes vivantes. Ça a été prouvé par la suite, donc. Ah oui. Seulement, on n'a pas le droit de le faire avec un produit naturel. Voilà. Et je dis, alors on va faire un produit de synthèse. Ils ont fait le produit de synthèse et ça ne marche plus. Ah, catastrophe. Donc on ne peut jamais le dire avant, parce que ça serait la folie de le faire. C'est impossible. Voilà. Et maintenant, c'est toujours en attente. Comment certains éléments réagissent pour isoler le cancer à ce niveau-là. Pour moi, c'était excessivement intéressant. Mais après, ils ont voulu le faire eux-mêmes. Moi, je me suis retiré. Il y a des questions plutôt politiques. Le petit Suisse, boum, je suis revenu faire mes serpents. Je suis parti de nouveau dans le désert, mais pour les Serras et pour autre chose. Voilà. D'autres expériences, celles avec les médecins d'ici. Moi, je me souviens, il y a longtemps, on disait il faut appeler Jean Garzoni parce que quelqu'un a été mordu. C'était vrai, il fallait aller au CHUV, il fallait aller à Genève, je ne sais pas où. Non, le CHUV était en place. Il y a l'hôpital Nestlé qui était avant le CHUV. Et déjà avec eux, j'avais demandé, parce qu'on ne prend pas un sérum comme ça, il faut un médecin traitant. Surtout quand on ne sait pas comment les réactions d'une morsure sont toujours terriblement variables par rapport à la quantité de venin reçu. Seul un médecin peut contrôler ça, pas nous. Le sérum est là
pour aider à faire quelque chose sur une morsure. Mais ce qu'on voulait de Jean Garzoni, c'était savoir quelle était Voilà, les qui réactions. en fait avait Voilà. vraiment mordu. Alors évidemment, la possibilité est claire. Si j'allais voir j'ai demandé l'explication quelle bête l'avait mordu. Ça peut être une vipère, ça peut être même, ça arrivait avec des crotales ou des vipères amaudites ou des choses comme ça. J'arrivais à déterminer très très bien ça par rapport à la morsure. Mais c'est surtout l'avancement, la réaction de la morsure qui était intéressante pour savoir s'il y avait eu beaucoup ou peu de venin. Et ça se voyait visuellement par rapport à l'œdème qui se formait tranquillement et qui montait. D'accord. Et donc là, c'est un traitement médical. Le sérum n'entrait même plus en ligne de compte. Et maintenant, ça a beaucoup changé parce que les médecins sont devenus très connaisseurs de ça. D'accord. Ça a été mis après d'une certaine façon. Alors, Jean Garzoni, que fait-il aujourd'hui? Je suis à la retraite. Il est à la retraite non. avec 400 bêtes en dessous de chez lui. Oui, mais disons la retraite. Moi, j'habite tout le temps sur le vivarium parce qu'évidemment, pour moi, vous savez, quand on espère quelque chose, ma vie a été faite pour essayer d'informer les gens, pour connaître ce qui permet de protéger. Et j'ai commencé par les enfants, c'était la base. Et maintenant, l'actualité, c'est la vitesse où on arrive à faire quelque chose ne va plus. Donc il faut créer aussi bien les enfants que les parents, sûrement créer l'information pour arriver à dire maintenant on va avoir un vivarium qui va continuer dans ce sens, mais on doit se décaler pour trouver maintenant l'importance et on entre dans le système des animaux en voie de disparition. On va faire des recherches maintenant, quels sont ces animaux qui risquent de disparaître, et le vivarium maintenant est mis en place pour sauver ces espèces, pour faire la reproduction des espèces et pour maintenir ça. Et c'est pas seulement en vivarium, c'est sur le plan international que ça se fait, mais on a un point essentiel. Pourquoi? Parce que le vivarium a quand même la plus grande quantité de venimeux qu'il y ait et qu'on doit préserver ça, surtout qu'on entre en liaison avec toutes les institutions qui travaillent sur les venins, sur les recherches scientifiques et pharmacologiques. Là, on entre dans un problème qui est encore beaucoup plus grand. Bien sûr. Évidemment, je ne peux pas parler de ça maintenant, mais c'est toujours très intéressant. Alors là, c'est une vipère. Alors ça, c'est une vipère. C'est pas seulement une vipère, c'est la superlative des vipères. C'est une vipère qui est en voie de disparition, la vipère du mont Manshan de la Chine. Il y en a environ encore 350 en nature, pas plus. Et c'est une vipère qui est tellement spectaculaire, aussi dans sa grandeur, parce que ça, c'est des jeunes, mais elle va faire 2,40 m, avec des crochets de venin qui font environ 3 cm et demi. C'est un serpent tellement spectaculaire et en voie de disparition que les Chinois, tout ce qui est en voie de disparition, ils vont payer des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir boire le sang parce qu'ils pensent que c'est aphrodisiaque. Et cette vipère-là, en étant en voie de disparition, il y a l'Association européenne des eaux qui lance un programme de sauvegarde de cette espèce. Et c'est le Grand Zoo de Londres qui voulait faire ce programme de sauvegarde, mais l'association européenne a décidé, non, c'est pas Londres qui va le faire, c'est le petit vivarium de Lausanne qui va faire la sauvegarde des espèces parce que personne a une expérience telle comme nous en travaillant avec cette espèce-là. C'est tout à votre honneur. Là. Alors là, effectivement, c'est vraiment un très très grand honneur. Surtout, il y a le Grand Zoo de San Diego qui est le seul zoo rendable au monde qui en a aussi. Mais eux, ils en ont 6 ou 7 que nous, au vivarium de Lausanne, avec des espèces, des spécimens à moi privés et ceux-là du vivarium, on en a 20, avec 5 souches différentes de sang, ce qui nous permet de vraiment faire un bon programme de sauvegarde pour un jour, quand les Chinois auront arrêté de les manger, les réintroduire dans la nature. Alors ici, venimeux aussi. Alors, le mamba noir, c'est le serpent avec le cobra du Cap. C'est le serpent le plus toxique qu'il y a, le plus venimeux qu'il y a en Afrique. Particulier chez le mamba noir, c'est qu'il peut se déplacer à une vitesse de 26 km à l'heure. C'est quand même très, très, très rapide. Et nous, là, on leur a juste créé une nouvelle cage il y a 2 semaines. Une cage juste magnifique, immense, avec un vrai acacia dedans. C'est vraiment l'environnement Afrique pur, et puis c'est un immense plaisir de les voir là-dedans. Quelle température dans cette cage? Alors la cage, elle a des températures qui fait toujours autour des 28 degrés, 27-28 degrés. Il a envie de venir vous dire bonjour là en ce moment. Voilà, alors comme dit normalement, ces mamba noirs, c'est
très rapide, c'est aussi assez, pas agressif, mais ça défend son environnement. Mais eux, de nouveau, une chose de respect, on les a tellement bien traités, ils ont jamais reçu de coups, c'est eux qui décident s'ils veulent sortir ou rentrer. Et puis on peut aujourd'hui, eux, les manipuler très très facilement sans avoir rentré en danger d'être mordu. Vous voyez, là, on est à 50 cm à côté du mamba noir. Avec des autres mambas noirs, vous ne faites pas ça. Il sort déjà la tête, mais il n'ira pas plus loin. Non, plus ou moins, il reste là. Hein, il sait exactement son environnement. Et puis, comme j'ai dit avant, des autres mambas noirs dans des autres zoos comme ça c'est impossible à le faire. Mais c'est de nouveau vraiment une chose de respect envers l'animal. Et pour le vivarium de Lausanne, c'est tout bénéfice, effectivement. Tiens, bonne fille. Allez, hop. Allez, viens là. Alors, quelle est cette espèce? Là. Alors, ici, on a Leila. Leila est un crocodile au museau étroit, un cataphractus. Et c'est la femelle, un des 3 grands crocodiles que nous avons. C'est une espèce qui est en voie de disparition aussi. Et malheureusement, en Europe, il n'y en a que 3 de cette espèce. 2, ils sont à Rotterdam. Et ils ont déjà 80 ans. Leila qu'on a là, avec ses 47 ans, elle est en pleine phase de reproduction. Et puis, ça serait un crocodile idéal pour faire de la sauvegarde de l'espèce. Malheureusement, on n'a pas d'autres spécimens. On ne peut pas commander un mâle parce qu'on n'a pas d'espace. On devrait avoir une serre supplémentaire. Alors peut-être un jour, avec un nouveau vivarium, on pourra le faire. Et puis de l'autre côté, on a 2 crocodiles. Puis ça, c'est des crocodiles juste spectaculaires parce que le petit vivarium de Lausanne est le seul zoo au monde qui a un couple de ces 2 crocodiles qu'on a là-bas. Jusqu'à maintenant, on pensait toujours que c'était du crocodile du Nil. Et en 2011, le Musée d'histoire naturelle de Genève a fait une étude sur l'ADN de tous les crocodiles de l'Afrique et ils ont remarqué que les crocodiles du Nil qui sont dans le lac du Tchad, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des crocodiles du Nil. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas une sous-espèce de crocodile du Nil. Il est même du côté ADN plus proche au crocodile américain. C'est encore quand les continents étaient ensemble. Et quand j'ai vu l'article, je me suis dit, bon, la grandeur de nos crocodiles, normalement un crocodile du Nil qui a 40 ans et passé, il va faire 5 mètres, eux ils sont plus petits, alors ou bien ils n'ont pas été nourris, ou bien c'est la nouvelle espèce. Et puis la nouvelle espèce s'appelle le crocodile sacré du désert. Alors pour pouvoir prendre l'ADN, j'ai dû prendre du sang. Alors j'ai commencé à rentrer, et puis là j'ai commencé à les entraîner. Et la première semaine, je rentrais avec des bambous de 3 mètres, ils les ont mâchouillés complètement. Ils m'attaquaient de tous les côtés. Et puis là maintenant, par exemple, Leila, quand elle est couchée ici dehors, je peux m'asseoir à côté, je mets le coude sur son dos, puis je lis un bouquin. Il n'y a pas de problème. Les 2 autres, c'est encore un peu une autre histoire. Mais effectivement, le Vivarium de Lausanne est la seule institution au monde qui a un couple de crocodiles sacrés du désert. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas du crocodile du Nil, que dans le lac du Tchad, il y en a encore 5. Dans le lac du Tchad, il y a une quinzaine en Mauritanie, une quinzaine au Mali, et puis entre 100 et 150, 200 au Burkina Faso, c'est devenu un crocodile super menacé, de 0 à 100. Et puis là, l'Association européenne des eaux, une autre fois, a demandé au petit vivarium de Lausanne, dans sa serre en plastique, qui nous consomme de l'électricité, c'est une folie l'hiver, on va lancer le programme de sauvegarde de cette espèce de crocodile. S'agissant d'accouplement, il n'est pas question de les mettre ensemble, là, tous les 3. Alors effectivement, nous, ce qu'on fait, ils s'accouplent aussi avec Leila. Hein. Puis les œufs de Leila, on les liquide, ça veut dire on les perce et puis on les vend comme œufs de crocodile. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, on a aussi jeté les œufs de Cléo, parce qu'on pensait que c'était du crocodile du Nil. Puis nous, on ne voulait pas avoir des bébés crocodiles du Nil, parce qu'ils vont finir comme sac à main. Alors on jetait les œufs. Malheureusement, on ne savait pas que c'était un crocodile sacré. Alors en printemps prochain, je pense qu'on aura la première ponte officiellement du crocodile sacré qui est en voie de disparition. Viens. Encore. Viens là. Mais, viens là. Viens là. Allez. Hein? Pas gentil les 2 filles. Elles sont un peu jalouses, hein, l'une et l'autre. C'est des filles. Voilà. Il faut venir le jeudi, après-midi ou bien le dimanche. Et puis après, vous voyez le nourrissage. Hein? Allez, à toi. Oh, bagarrez. Voilà.
La jalousie des deux filles. Hein. Les réactions sont rapides. Le vivarium, un avenir pour la Suisse, bien sûr, pour Lausanne aussi, nous le souhaitons en tout cas. Hein. J'espère que, j'ai pas donné ça pour rien, j'espère que on pourra trouver des gens qui vont nous aider sur le plan financier. Je suis pas du tout un financier, puisque je vivais pendant des mois avec 1 franc dans le terrain, j'avais pas besoin de manger, je savais ce que je faisais. Mais ici, vraiment, on a besoin maintenant de financement, d'aide financière. Je parle d'une grosse chose pour changer un vivarium. On ne pourra pas. Celui-ci peut rester. L'amélioration, les dossiers qu'on a pour créer un vivarium suisse quasiment, oui. Mais à placer pas loin de celui-ci, ça irait très très bien. Il s'agit simplement de financement. Eh bien, merci aussi à Michel Ansermet qui nous a accompagnés pendant que nous parlions, qui nous a fait visiter ce vivarium en partie. Évidemment, il vous est ouvert, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis, on ne parle bien que des choses que l'on aime. C'est un proverbe, mais qui, en tout cas, a toute sa raison d'être avec Jean Garzoni, un homme de passion qui nous recevait aujourd'hui, ici, à la chocolatière, dans le bois de Sauvablin, au vivarium de Lausanne. C'était vraiment chez sympa. Moi. Ouais, chez lui, tout simplement.